Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue avec nous dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt, en exclusivité sur l'ODJ Média et en rediffusion sur la R212, la radio des Marocains du monde. Nous abordons aujourd'hui une problématique cruciale qui interpelle tous les Marocains, sans exception, celle de l'enseignement dans notre pays. Malgré les nombreuses réformes entreprises depuis des décennies, notre système éducatif peine à s'améliorer de manière significative. Parmi les principales réformes menées, on peut citer le colloque d'Ifrane en 1970, la Charte nationale d'éducation et de formation en 1999, le programme d'urgence de 2009 à 2012 et la dernière en date, la feuille de route de 2015-2030, issue du dialogue national sur l'éducation. Malheureusement et malgré toutes ces réformes, les résultats des élèves marocains aux évaluations nationales et internationales restent préoccupants. Au dernier test PISA en 2022, le Maroc se classe 79e sur 81 pays évalués en compréhension de l'écrit, 71e en mathématiques et 76e en sciences. De plus, les taux d'abandon scolaire demeurent élevés, atteignant 53% au collège et 24% au lycée. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces réformes successives? Quelles sont les causes profondes de ces échecs? Et quelles perspectives pouvons-nous envisager pour enfin permettre à notre école de remplir pleinement sa mission? C'est à ces questions essentielles que nous tenterons de répondre au fil de cette émission. Et pour en discuter en profondeur, nous allons recevoir aujourd'hui M. Ahmed Acharqi, professeur agrégé de français à la retraite. Monsieur Ahmed, vous êtes licencié en littérature française de la faculté Mohamed Ier d'Oujda en 1985, diplômé de la faculté des sciences de l'éducation de Rabat en 1987, et vous avez également obtenu un diplôme d'agrégation de français à l'école normale supérieure de Meknès en 1994. À partir de votre longue expérience de 33 ans entre les classes préparatoires et les classes du secondaire qualifiant, vous allez pouvoir nous éclairer sur le long processus de réforme qu'a connu le secteur de l'enseignement dans notre pays. Monsieur Acharqi, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue avec nous. Merci à vous. Après cette brève présentation, est-ce que vous pourriez dresser pour nous un historique plus exhaustif des différentes commissions et des multiples projets de réforme qu'a connu notre système éducatif depuis son indépendance? D'accord. D'abord, pour commencer, il faudrait souligner que le secteur de l'enseignement est un secteur qui est spécifique, qui est très particulier, qui est vital. Car il ne concerne pas uniquement le programme d'un gouvernement, il ne concerne pas un parti politique, mais c'est un secteur qui concerne toute une nation, qui concerne des générations et des générations. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis l'aube de l'indépendance déjà, plusieurs commissions avaient été constituées, plusieurs colloques avaient été organisés, maintes réformes avaient été menées. Et l'État n'a jamais lésiné sur les moyens. Il faudrait dire, nous allons le voir d'ailleurs avec détail, surtout quand on arrivera notamment au programme d'urgence, les sommes colossales qui avaient été allouées afin d'améliorer notre système éducatif. Donc, l'État a toujours eu comme préoccupation majeure le secteur de l'enseignement. Sachant que, bien sûr, c'est un secteur qui est vital pour toute avancée économique, pour tout développement économique. On ne peut pas avancer si l'enseignement n'avance pas. Ça me semble une évidence. Donc déjà, à partir la première commission, intitulée la commission supérieure de l'éducation et de l'enseignement, avait été constituée en 1957, très peu d'années après l'indépendance, très peu d'années après l'indépendance. Et elle avait insisté sur les 4 principes, bien sûr, l'unification, tawhid, la généralisation, ta'mim, la marocanisation des cadres, bien sûr, parce que les cadres qu'on avait, c'était essentiellement des Français, et l'arabisation qui a posé un problème qui est toujours d'actualité. C'est le problème du choix de la langue principale à utiliser au niveau de l'enseignement. Et ça pose toujours un problème parce que, malheureusement, le choix de la langue a été, si j'ose dire, idéologisé. Donc, il a toujours fonctionné avec un arrière-plan idéologique, avec certains calculs, je dirais, avec certains calculs politiques. Donc, il y a une deuxième commission juste après, l'année suivante, en 1958, la commission royale donc de la réforme de l'enseignement. Ensuite, en 1964, il y avait le colloque de Marmora.
Et là, il y avait déjà, à partir de 58, il y avait déjà une certaine rupture, puisque on parlait déjà d'un retour à l'enseignement des matières scientifiques et des mathématiques au niveau du primaire en français. Dès le départ, il n'y avait pas une continuité donc entre ces différentes, disons, réformes et entre ces différentes commissions. Donc, excusez-moi si j'ai bien compris, vous me dites entre la décision prise en 57 et la commission de 58, il y a eu un retour sur les décisions prises en 57. Oui, en quelque sorte. Au niveau, pas un retour qui était définitif, mais on avait pu constater que c'était difficile, il y avait une prise de conscience que c'était difficile d'arabiser certaines matières. Faute de cadres à l'époque, bien entendu. On n'avait pas assez de cadres. Les cadres qu'on avait, c'était essentiellement des cadres francophones. On avait des cadres français essentiellement. Donc, en 1964, il y avait le colloque de Marmora. En 1970, il y avait le premier. Donc, vous voyez que déjà, dès l'aube de l'indépendance, donc à cette époque, l'État incarné par sa plus haute autorité, donc essayait de faire le maximum pour l'enseignement. En 1970, il y avait le premier colloque d'Ifrane, qui était pris à l'initiative de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, qui avait donc insisté, ce colloque avait insisté sur la formation des enseignants. Et il avait accordé beaucoup d'intérêt, il y avait une prise de conscience à l'enseignement supérieur. 10 ans après, le deuxième colloque, d'Ifrane toujours, donc il y avait un deuxième colloque. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est entre 1980 et 1985, il y avait cette politique qui était en quelque sorte imposée par la Banque mondiale, structurelle, de la réforme structurelle essentiellement. Alors là, un problème se posait au niveau des élèves et on avait essayé de limiter l'accès des élèves essentiellement au niveau qui était supérieur. Alors, c'était le plan quinquennal, donc là il y avait une intervention de la Banque mondiale pour rationaliser les dépenses, les dépenses au niveau du secteur. Alors, on a mis l'accent essentiellement sur l'enseignement fondamental. En 1994, il y avait la Commission nationale de l'enseignement. Alors, entre 2000 et 2010, la Commission royale de l'éducation et de la formation, qui était présidée par Feu Mziane Belfré, l'ex-conseiller de Feu Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a découlé de cette commission la charte nationale de la réforme. Excusez-moi, le conseiller de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Oui, c'est ça, Mziane Belfré, mais il était resté également par la suite aux côtés de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Alors, cette commission avait effectivement, elle avait beaucoup fait. Il y avait le changement des programmes, il y avait le changement des manuels scolaires, il y avait énormément de changements, il y avait la valorisation également des enseignants. Et par la suite, entre 2009 et 2012, il y avait justement le programme d'urgence, ce qu'on a appelé le barnamaj al-istirjali. Alors, ce programme qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait toujours couler beaucoup d'encre, vu les sommes colossales qui avaient été allouées à ce programme, nous allons y revenir par la suite, plus de 40 milliards de dirhams, vu les anomalies qui ont suivi le fonctionnement de ce programme. Entre 2015 et 2030, donc on parle d'une vision stratégique qui est quand même étalée sur une quinzaine d'années, et c'est la première fois qu'on parle d'une vision stratégique. Et on parle d'une nouvelle à l'intérieur donc de cette vision. Tout récemment, on parle entre 2022 et 2026. Monsieur Chakib Ben Moussa parle a parlé en fait de la nouvelle feuille de route de la réforme du système éducatif qui insiste donc, sur la qualité de l'enseignement. Donc toutes ces commissions, tous ces programmes, donc ça brièvement, on ne va pas entrer dans les détails, toutes ces commissions prouvent qu'il y a un intérêt de l'État, essentiellement,
au secteur de l'enseignement, pour améliorer le secteur de l'enseignement. Alors, justement sur ce point, oui, allez-y. Oui, allez-y. Je voulais juste vous demander sur ce point exactement, quel est le bilan qu'on pourrait dresser de la mise en œuvre de ces différentes réformes sur maintenant, on est à peu près 70 ans depuis l'indépendance du pays. Quel est le bilan que vous pourriez dresser par rapport à ça? Oui, avant, je voudrais juste mentionner que Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de son premier discours du trône, le 30 juillet 90, il avait insisté sur la priorité du secteur de l'enseignement. Et là, je vais vous citer juste un extrait de son discours. La question de l'enseignement figure en tête de nos préoccupations actuelles et futures, en raison de son extrême importance, de son impact sur la formation de générations. Donc, c'est ça la gravité du secteur de l'enseignement. Parce que quand nous avons actuellement, au cours de toutes ces années, des gens qui prenaient des décisions à la hâte, ils ne pouvaient pas se rendre compte de l'effet qui pouvait être fatal, qui pouvait être destructeur sur des générations et des générations. Nous allons y revenir, les causes de ces échecs. Bien sûr, actuellement, il y a des lueurs d'espoir. On parle de bilan. De façon générale, si on veut généraliser, de façon générale. Ces réformes, ces commissions ont-elles atteint les objectifs tracés? La réponse, elle est évidente, bien sûr que non. C'est tout à fait normal, malgré, je le répète, les sommes colossales qui avaient été allouées par l'État. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce ne sont même pas des experts qui le disent. C'est les ministres eux-mêmes, c'est le ministère lui-même qui le reconnaît. C'est les organisations internationales d'évaluation du niveau des élèves qui le reconnaissent. Alors, il y a pire. Non seulement ces réformes n'avaient pas atteint et n'ont pas atteint leur objectif, mais on constate une détérioration effrayante du niveau de nos élèves. Donc c'est un peu un effet inversé. Oui, malgré toutes les sommes qui avaient été allouées au secteur. Alors, à ce niveau, la déclaration, ce qu'il faudrait noter, c'est la déclaration de M. Chakib Moussa, le ministre qui était avant M. Boughada, lors d'une conférence de presse datant du 10 novembre 2022. Alors, ce qu'il révèle fait vraiment froid au dos. Et ça, c'est le ministre concerné. Ce ne sont pas des gens de l'opposition qui en parlent. Voilà ce qu'il révèle, M. Moussa. Près de 77% des élèves du primaire sont incapables de lire un texte en arabe, de 80 mots. 70% ne savent pas lire un texte en français de 15 mots. Alors, quand on compare avec les élèves de l'école primaire des années 60-70, bien sûr, il y a une détérioration inouïe. 70% ne savent pas lire un texte en français de 15 mots. Et au niveau des élèves du 5e primaire, 87% sont incapables de terminer une opération de division simple. Sur un autre plan, les chiffres de l'abandon scolaire sont extrêmement alarmants. Ça, c'est le bilan. On est en train de parler du bilan selon les termes du ministre et pas selon les termes des opposants. Alors, les chiffres de l'abandon scolaire ont atteint 53% au collège et 24% au lycée. Alors, il faudrait comprendre pourquoi 24% au lycée et 53% au collège. Là, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Parce que ce qui est très, très grave, justement, on en parlera quand on va parler des causes. Jusqu'au collège, la politique de différents gouvernements, de différents ministres, a été de faire passer tout le monde du primaire au collège. C'est-à-dire, même des élèves qui pourraient avoir un 2 sur 10, en moyenne générale, on les faisait passer. Tout le monde. Donc l'examen régional de la 6e année primaire ne sert pas vraiment à grand-chose. Alors, non. Ça, c'est une autre histoire. Donc là, comment se passe cet examen, les modalités de cet examen, les corrections de cet examen, ça, c'est une autre histoire. Donc là, je préfère ne pas entrer dans ce genre de détails, mais comment font ces élèves justement, là, il faudrait se poser la question à juste titre. Alors, donc, comment ont-ils fait ces élèves pour passer au collège? C'est le ministre qui lui dit. Au niveau de 5e, ils sont incapables de lire un texte en arabe de 80 mots
et un texte en français de 15 mots. Donc, comment ces élèves sont-ils passés au collège? Pourquoi on les a passés au collège? Ça, c'est une lourde responsabilité que certains ministres doivent porter et doivent assumer. Le résultat de cette politique, c'est 53% d'abandon scolaire au niveau du collège. Ça, c'est le résultat. Donc ce sont des élèves ça, c'est premier bilan catastrophique. Ouais. Ce sont des élèves qui ont réussi le passage au collège, mais qui n'ont pas les moyens de poursuivre correctement les études. Qui n'ont pas le niveau, et ce n'est pas de leur faute. C'est la politique qui avait été choisie, bien sûr, par les gestionnaire du secteur. Bien sûr, quand je parle des gestionnaires, au niveau central, bien entendu, par certains gestionnaires du secteur, bien entendu. Donc, il fallait faire passer tout le monde. Alors, le niveau, il s'est détérioré. Donc, non seulement on n'a pas atteint les objectifs, donc j'insiste, le niveau s'est détérioré depuis 2018. Et selon les résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, la dernière édition datant de 2022, dans le classement de PISA, le Maroc est malheureusement, malgré toutes ses réformes, malgré tous ses budgets, malgré tous les efforts consentis, il est classé parmi les derniers pays. Malheureusement. Alors le Maroc est classé en 71e position en maths, 79e en compréhension de l'écrit et 76e position en culture scientifique. Sur 81 pays. 81 pays. Donc, très, très loin derrière certains pays qui sont même en guerre, et certains pays qui, vraiment... Alors, sur ce point, je voudrais... Alors, ça, c'est un bilan qui pose des questions. Oui. Et je voulais juste rajouter que les chiffres du TIMSS de 2023 classent le Maroc à la 56e position sur 58. Donc c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc, on est classé parmi les derniers pays au monde, malgré toutes ces sommes allouées, malgré tous ces efforts consentis par l'État. Et bien sûr, nous allons voir par la suite quelles sont les causes, en fait. Ceci dit, il y a bien sûr des efforts qui avaient été consentis. Ça, c'est le constat, un constat qui est amer. Bien sûr, il y a des percées, il y a des avancées. Cheikh Ben Moussa, le ministre Moussa, a parlé dans sa feuille de route des écoles pionnières. Une première expérimentation avait eu lieu l'année dernière, c'est-à-dire 2023-2024. Et bien sûr, pour cette rentrée, la rentrée de 2024-2025, ce qui est annoncé, c'est une certaine extension de ces écoles du primaire au collège. Parce qu'on a pu constater, paraît-il, qu'il y a des résultats qui sont extraordinaires au niveau de ces écoles pionnières. Alors, bien sûr, on a choisi certainement les meilleurs enseignants, bien entendu. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'une année est suffisante pour pouvoir sortir avec de tels résultats? Parce que... Alors, moi, je n'ai pas dit que ces résultats sont atteints. Moi, je suis très prudent à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on a pu réaliser ces résultats qui sont miraculeux, parce qu'on a pu, je pense que certaines statistiques qui avaient été données par le ministère parlent de performance de ces élèves qui surpassent de 80% les élèves des écoles normales. Un étudiant moyen de la classe pionnière, un élève, voilà, surpasse 80% des étudiants de l'école normale. Des élèves, plutôt, on parle des élèves à ce niveau-là. Des élèves de l'école où il n'y a pas eu cette expérimentation. Donc c'est quelque chose de miraculeux quand même. Alors, là encore, beaucoup d'interrogations se posent. Est-ce que cela signifie que les enseignants qui ont été dans ces écoles sont meilleurs que les autres? Est-ce que cela signifie que ce sont des gens qui font leur travail et que les autres ne le font pas? Donc il y a des questions qui se posent. Mais il y a une motivation. Il y a une motivation financière apparemment. Il y a les équipements, donc tout ce qui relève des tablettes, tout ce qui relève de l'Internet, de la facilité d'accès à l'Internet, tout ce qui relève de la gestion administrative, de l'accompagnement pédagogique. Donc il y a quand même une certaine vision qui, selon le ministère,
donne des fruits et des résultats qui sont extraordinaires. Si c'est le cas, on ne peut que s'en réjouir, mais je crois que c'est quand même très très tôt, très très tôt pour pouvoir évaluer ce genre d'école. Ça d'un côté. D'un autre côté, ce genre d'école pionnière, je crois que on avait commencé l'année dernière par 300 écoles, je pense. Ces écoles, apparemment fonctionnent très, très, très bien. Nous avons des secteurs, bien sûr, où nous avons une élite qui donne d'excellents résultats. Nous avons, par exemple, les classes préparatoires, grandes écoles d'ingénieurs, où nous avons des élèves qui brillent au concours d'ingénieurs à l'étranger. En France, nous avons nos élèves qui accèdent facilement à l'école polytechnique, qui accèdent à l'école des ponts et chaussées à Paris. Mais bien sûr, ces élèves représentent un pourcentage très, 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 très limité de l'enseignement des élèves de sciences maths. Alors, voilà, ça c'est des lueurs quand même qui sont annoncées par le ministre. Et on ne peut encore une fois que s'en réjouir. Ce sont quand même des chiffres à consommer avec modération. Avec modération, avec 80%. beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence. D'autant plus que ce sont des chiffres qui concernent des classes limitées, des enseignants qui sont très très limités. Et là, ça pose un problème qui est éthique, parce que ça reste quand même une expérimentation. Quel sentiment peut-on donner aux autres élèves, aux autres enseignants? Ont-ils été abandonnés? La question reste posée. Là, nous allons poser des questions. Donc, ça reste une expérimentation qui porte sur 316, 326 établissements. Et les autres établissements, quels sentiments vont-ils avoir? Les autres enseignants, quels sentiments vont-ils avoir? Tout à fait. Alors, je pense, M. Acharqui, qu'on a fait le tour en ce qui concerne notre premier axe, en ce qui concerne l'historique et le bilan. Alors, je voudrais passer avec vous maintenant à une étape qui est, je dirais, la plus importante de cette interview, qui est celle des causes de ces échecs successifs. Et d'après vous, monsieur, quelles sont les principales causes des échecs successifs de ces réformes, dans un premier lieu, au niveau de la responsabilité des gestionnaires, pour commencer? Alors, les causes sont certainement multiples. Bien sûr, mais on ne peut pas mettre de côté la responsabilité des gestionnaires. Selon moi, ce sont les gestionnaires au niveau central qui sont le plus responsables. Même si on avait l'impression lors de la conférence de presse de laquelle on avait parlé tout à l'heure que M. Ben Moussa essayait de faire entrer la responsabilité aux enseignants. Et à ce niveau, donc, on en parlera par la suite. En fait, ceux qui sont responsables de la détérioration, c'est essentiellement les responsables au niveau central, au niveau de la gestion. Alors, je vais commencer peut-être par ce qui vient d'arriver il y a quelques semaines au niveau du Parlement, puisqu'on parle de responsabilité. Alors, il y a le problème de profil. J'avais commencé par parler de la spécificité du secteur de l'enseignement, qui ne peut pas être attribué qui ne peut pas être géré comme on gère une entreprise. C'est une évidence. On peut être un brillant gestionnaire d'une entreprise, mais l'enseignement, c'est un service public. On ne produit pas de la marchandise, on forme des esprits. C'est différent. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui était arrivé au Parlement des enfants il n'y a pas très très longtemps, l'embarras dans lequel s'était trouvé le ministre qui avait été interrogé par une Genève qui parlait un arabe classique extraordinaire sur la question qui avait été posée sur, je voudrais bien me rappeler, par cet élève sur l'impact des nouvelles technologies, etc., de l'intelligence artificielle, d'usage sur l'apprentissage pour les élèves, et bien sûr, le ministre incapable de répondre en détail, et incapable d'être convaincant, lui avait promis de répondre par écrit par la suite. Un ministre de l'Éducation nationale qui se fait coincer par une étudiante de 15 ou 16 ans. Et qui annonce qu'il va répondre par écrit par la suite. La question reste posée. Pour moi,
Le ministre de l'Éducation nationale doit être un penseur, doit être un intellectuel, doit être un universitaire, doit être quelqu'un du terrain. Et nous avions eu des ministres qui ne sont pas restés longtemps, malheureusement. À titre d'exemple, je pourrais citer quelqu'un véritablement qui avait essayé d'impliquer les enseignants, qui avait essayé d'impliquer les syndicats, les associations des parents d'élèves, M. Saf. C'était les années 99, je pense. Oui, c'était à cette époque-là. C'est un exemple. Nous avions eu d'autres enseignants, d'autres ministres dont le profil correspond. On ne peut pas nous dire que le ministre de l'enseignement n'est pas obligé d'être un enseignant, un universitaire, un penseur. Il doit être un penseur. Et il doit être un philosophe. Il doit avoir une vision stratégique des choses. Il doit avoir une grande culture. Un ministre qui se fait coincer par une élève au niveau du Parlement, quelle image doit-on avoir? Surtout que c'est un homme d'affaires, que c'est un industriel. Il n'a rien à voir avec le domaine. Oui, il peut briller dans ses affaires personnelles. Ça ne pose pas de problème. Donc, on n'a rien contre. Il peut gérer de manière extrêmement efficace ses entreprises. Mais je le répète, on ne produit pas de la marchandise au niveau de... Sauf si on a envie, je pense que ce n'est pas la politique de l'État, même si certains responsables politiques l'avaient annoncé d'une autre manière avant, disons avant que l'État doit lever sa main, il y avait un homme politique, un responsable, l'État doit lever sa main sur des secteurs comme l'enseignement et comme la santé. D'ailleurs, la commercialisation du secteur, elle est en train de passer en quelque sorte par le recours massif à l'enseignement privé, aux écoles privées. Ça, c'est notre problème. D'accord ? Le profil, ça pose un véritable problème. Alors, pour les gestionnaires, bien entendu, nous avons des gestionnaires au niveau central, au niveau académique et au niveau régional. On avait essayé par accorder une certaine autonomie aux académies, parce que pour prendre des décisions au niveau central, il y avait tout un processus, toute une hiérarchie à suivre. Dans une vision de décentralisation, etc. Voilà, de décentralisation. Est-ce que cela a réussi? Est-ce que jusqu'à présent, on a accordé l'autonomie nécessaire aux académies pour pouvoir gérer au quotidien et aux directions régionales les problèmes qui se posent, qui peuvent survenir? Donc là, la question reste posée. Est-ce qu'il y a une transparence à ce niveau-là? La question reste posée. Alors, à ce niveau-là, justement, puisqu'on parle de la responsabilité, je reviens à un problème de tout à l'heure, des gestionnaires. Qu'est-ce qui s'était passé entre 2016 et 2018 ? Le ministère, il avait recruté, il y avait une pénurie d'enseignants. Il avait recruté exactement 54 927 enseignants par voie de contrat. Ça, tout le monde sait les conséquences qui vont suivre. Ça. Oui. Et qu'est-ce qui était arrivé? Monsieur Moussa n'avait pas parlé de ça, malheureusement, dans sa conférence de presse, quand il avait donné les pourcentages des élèves incapables de lire un texte en arabe, de lire un texte en français. Il n'avait pas parlé de ça, malheureusement. Mais qui était responsable de ça? Qui avait recruté ces gens? Et qui n'ont pas été formés. Je vais y arriver. 54 927 enseignants avaient été recrutés par voie de contrat et qui avaient été affectés directement aux classes sans formation pédagogique requise. Les conséquences sont là. La détérioration de l'enseignement. Mais sur ce point, M. Acharki, est-ce que vous ne diriez pas que par des décisions prises comme celle-ci, le gestionnaire central, le ministre, ne prend pas en fait la mesure et la gravité de la situation? Parce que s'il nous affecte 54 000 enseignants qui n'ont pas la formation d'un enseignant, ça veut dire qu'il veut juste un petit peu remplir le vide. Mais tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Cela prouve encore une fois que dans des moments très très importants, il y a une improvisation qui est intolérable. Mais les enseignants, la formation des enseignants, avant c'était, un enseignant devait avoir une licence d'abord, spécialisé soit en linguistique, soit, je parle de mon domaine, soit en français. Ensuite, il devait passer une année à la faculté des sciences de l'éducation, ou alterner la formation avec
la pratique, essentiellement. Et la formation, c'était des formations, puisqu'on parle là de formation, c'était une formation qui était complexe et qui était donnée par des spécialistes en philosophie de l'éducation, des spécialistes en sociologie de l'éducation, des spécialistes en pédagogie de l'enfant, des spécialistes en didactique. C'est la matière spécialisée de l'enseignement. Et en parallèle, il y avait des stages qui étaient faits avant d'aller en classe. Et quand vous recrutez 54 927 et que vous venez de dire aux gens, 4 ans plus tard que les élèves sont incapables de lire des textes, mais je pense qu'il fallait avoir le courage de dire directement qui était responsable de ça. Au moins, il fallait le dire. Mais nous n'avons pas cette culture, malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Donc, ce déficit des enseignants, ce recours massif à des enseignants sans formation, bien sûr, a donné les résultats catastrophiques et la détérioration actuelle du niveau de nos élèves. Donc, ça, c'est un rapport. Alors, à ce niveau, je vais quand même mentionner le rapport juste la synthèse de la Cour des comptes sur un rapport qui va mettre un point qui va mettre l'accent sur quelque chose d'extrêmement grave, à savoir même la compétence. C'est-à-dire que même face à des projets comme le programme d'urgence, dont le budget alloué avait dépassé les 43 milliards de dirhams, les gens qui avaient, bien sûr au niveau central, qui avaient veillé à ce projet, vous allez voir comment ils ont été épinglés par le rapport, par le bilan, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler de façon détaillée. Déjà sur le point du... Le bilan de la Cour des comptes. Oui. Alors, sur le point des 43 milliards, oui. On parle d'un engagement de 35 milliards de dirhams sur les 43, et les paiements effectifs n'en étaient que de 25,15 milliards. Donc, où sont passés 18 autres milliards? Donc, le taux de paiement avait atteint à peine 50-60, entre 50 et de 60%, 58, de façon prise, 58. Alors qu'il y a toujours un déficit au niveau des équipements, au niveau des infrastructures, au niveau des écoles. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il n'y avait pas de vision. Parce qu'il n'y avait pas de gens visionnaires, il n'y avait pas de vision qui essayait de régler le problème dans sa globalité et dans sa totalité. Alors ça, c'est un point qui a été soulevé par le rapport de synthèse. Tout à fait. D'accord? Alors, je vais juste... quelques extraits de ce rapport. Le volume de crédit qui traduit l'effort budgétaire consenti par l'État en faveur du secteur de l'éducation durant la période du programme d'urgence. Il faut rappeler que c'est un programme qui avait été étalé uniquement sur 3 ans, entre 2009 et 2012. Alors, a enregistré une augmentation de 230% par rapport au crédit ouvert au cours des 4 années précédentes. Toutefois, les faibles performances au niveau de l'engagement et du paiement sont dues en grande partie à des capacités de gestion insuffisantes. Je souligne. Des capacités de gestion. De gestion insuffisantes. Les gestionnaires. Donc, ça, c'est un problème de compétence. On remet en question directement la compétence. Aucun ministre n'en a jamais parlé. Il fallait attendre le rapport de la Cour des comptes pour que les gens... La Cour des comptes, on le rappelle, qui est une institution constitutionnelle qui ne sont pas des opposants ni rien. Alors, sont dues en grande partie à des capacités de gestion insuffisantes au cours du cycle de la conception, d'abord. Ensuite, de la programmation et de la mise en œuvre des projets. Ainsi, et ça c'est extrêmement grave, qu'au niveau de la gestion financière et comptable. Alors là, il faudrait rappeler que certains dossiers sont toujours devant les tribunaux, devant la justice, de certaines personnes qui avaient été impliquées, certains hauts responsables qui avaient été impliqués. Le système donc, éducatif souffre de plusieurs dysfonctionnements qui sont liés, bien sûr, à la gestion centrale, essentiellement. Alors, ça c'est... Je vais m'arrêter là. Alors, un dernier point qui pose un véritable problème qui n'a jamais été soulevé de la compétence, bien entendu. C'est un point qui a été soulevé toujours par la synthèse, la synthèse du rapport de la Cour des comptes. C'est tout à fait à la fin.
la Cour des comptes considère que le programme d'urgence n'a pas réalisé tous ses objectifs. Donc ça, c'est tout à fait normal. Aucun programme ne peut réaliser tous ses objectifs. Jusque-là, pas de... ce qui est grave, ce qui viendra par la suite. Il n'a pas eu non plus les impacts souhaités sur le système éducatif dans la mesure où le ministère concerné, c'est le ministère concerné, qui a géré, ce ne sont pas les enseignants sur le terrain, où le ministère concerné n'a pas pris suffisamment en compte certaines règles fondamentales du cycle de toute politique publique. De toute politique publique. Donc ça n'a rien à voir avec les enseignants, ce sont les gestionnaires au niveau central, bien sûr. Lors, de la planification, bien entendu, d'exécution des budgets sectoriels constatés au niveau du budget général de l'État durant la même période. Bon, donc là je vais m'arrêter là parce qu'on ne va pas citer Mais cela montre, ces exemples montrent le degré de responsabilité de la gestion centrale. Tout à fait. Alors, sur un point qui rejoint le point des responsabilités, alors, en ce qui concerne les infrastructures, les équipements, la formation des enseignants, ainsi que les longues grèves menées par les enseignants contractuels ces quelques dernières années, alors, est-ce que on a ce qu'il faut pour remédier à ces manquements ou à ces dysfonctionnements? Est-ce que c'est possible d'en sortir? Est-ce que ils portent une part de responsabilité aussi? Au niveau des équipements et des infrastructures, bien sûr, nous avons un véritable problème dans la mesure où nous avons un fossé qui se creuse peut-être de plus en plus entre le monde rural et entre la ville, hein, bien entendu, ça c'est un véritable problème. Je pense que c'est beaucoup plus le monde rural qui souffre des équipements et des infrastructures. Il n'y a pas très, très longtemps, on parlait de problèmes d'électrification, de routes, d'eau potable, etc., dans ce genre d'école, de logement pour les enseignants, etc. Il y a des écoles qui se trouvent dans des montagnes, au fin fond de certains campagnes, etc. Alors, et là, on va revenir, le programme d'urgence, il y avait 50%, 58% avaient été utilisés du budget, alors qu'il y avait, en parallèle, il y avait une pénurie d'infrastructures, d'écoles et de collèges que nous avons toujours, parce que ce problème d'infrastructure, qu'est-ce qui prouve que ça existe toujours? Nous avons l'encombrement. Bien sûr, le taux n'est plus le même, mais ce problème d'encombrement qui entrave la qualité de l'enseignement. Quand on parle de la qualité de l'enseignement, il faudrait prendre en considération, on ne peut pas parler de qualité quand vous avez une classe avec une quarantaine d'élèves. Et même des classes de niveau multiples. Ça, surtout dans le rural. Justement, ça c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du monde rural. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'extrêmement amusant. Hein. Quand vous donnez un maître, ce qu'on appelle les classes à différents niveaux. Hein. Vous avez 3 niveaux, par exemple au niveau du primaire, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau jusqu'au 4e niveau. Donc ça, c'est même le ministère le reconnaît jusqu'à présent. Hein. Et il essaie de réduire cette... Alors, quand vous avez ce genre de classe dans le monde rural, bien sûr, vous imaginez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les classes pionnières. Bien entendu, ça n'a rien à voir. Vous voyez le décalage. Tout à fait. Ça, on ne peut pas s'attendre à parler de la qualité de l'enseignement. On ne peut pas parler de l'amélioration de l'enseignement. Sinon, nous allons être à un enseignement à 2 vitesses juste au niveau de l'école publique, sans parler déjà de l'écart qui existe entre les écoles du privé et les écoles publiques. Alors, les classes à niveau multiple, ça c'est surtout dans le milieu rural. Alors, nous avons un autre problème, c'est le problème de la non-généralisation du secteur du préscolaire. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les secteurs privés et l'école publique. Les écoles privées, les élèves, ils font, avant d'accéder à l'école primaire, ils passent généralement par 3 années, sinon 2 années, ce qu'on appelle la maternelle, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc, vous voyez, ils apprennent, pendant cette phase, ils apprennent par le ludique.
L'école devient attrayante, le nombre il est très très limité, il y a les moyens, il y a l'espace qui est très très agréable, ce qui n'est pas le cas pour le parascolaire, pour l'enseignement préscolaire. Alors justement, pour l'enseignement public, on est à seulement 24% des écoles primaires qui dispensent l'enseignement préscolaire. Oui. Le cas. Le cas. Pour le reste, le ministère a eu recours à la société civile, essentiellement, qui essaie tant bien que mal, parce que c'est quand même, il ne faudrait pas oublier que l'enseignement préscolaire, c'est un enseignement qui est très, très, très sensible, qui est très, très délicat et qui nécessite une formation très, très particulière. Avons-nous des enseignants, des enseignantes essentiellement préparés, bien rémunérés pour ça? Donc, nous avons pu lire à plusieurs reprises dans la presse que ces enseignantes se plaignaient, qu'elles ne sont jamais payées, etc. Qu'elles sont... Tout à fait, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui les éducatrices. Les éducatrices. Elles sont payées au SMIC. Voilà. Et encore. Oui. Elles n'ont pas vraiment de formation adéquate pour... Qui peut leur donner cette formation? Si on a parlé tout à l'heure d'enseignants contractuels qu'on a mis dans des classes sans formation, qui peut? Avons-nous de véritables spécialistes qui vont former des éducatrices au niveau du préscolaire? De toute façon, la réponse, elle est évidente. Exactement. Elle est très, très évidente. Exactement. Alors, on passe un petit peu à la responsabilité des enseignants. Alors, sur ce point, je sais très bien que vous faites partie de l'équipe des enseignants. Je faisais partie de... C'est pour ça que maintenant, je suis plus libre de dire ce que je pense, à la fois des enseignants, mais également de tout le monde. Bien sûr, personne ne peut nier que quand on parle des enseignants, les enseignants ont également leur responsabilité, pas tous les enseignants. Et également, quand on parle du secteur, quand on parlait tout à l'heure du profil, nous avions eu des ministres qui étaient excellents, qui avaient essayé de faire de leur mieux. Donc, on ne généralise jamais. Quand on parle de compétences de profil, au niveau de gestion centrale, académique, etc., c'est la même chose, on ne généralise pas. Nous avons des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont compétents, des gens qui essaient de faire de leur mieux, bien entendu. D'un autre côté, chez les enseignants, c'est la même chose, bien entendu. Alors, le premier point qu'il faudrait soulever, c'est que quand nous avons, j'aime bien rappeler toujours ce point, c'est 54 927 enseignants qui avaient été recrutés sans formation, ce n'est pas de leur faute. Exactement. Ils font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas de leur faute. D'autant plus que le nombre d'élèves, le problème de l'encombrement, il existe toujours. D'autant plus que le problème du niveau se détériore de plus en plus suite à des grèves, justement, qui avaient été menées notamment par ces enseignants qui revendiquaient un statut de fonctionnaire, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un que vous mettez sous la merci d'un directeur d'académie et même d'un directeur d'établissement? Il suffit d'un simple rapport pour qu'on le conduise à la porte. Pour qu'on le congédie, tout simplement. Donc, c'est des gens qui ne se sentaient pas en sécurité professionnelle. Et ça, c'est vital, c'est important. Le métier de l'enseignement, c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui nécessite énormément d'efforts, énormément d'investissements. Et on ne peut pas dire à un enseignant, vous avez un contrat le lendemain comme un ouvrier. Et vous lui faites endosser toutes les responsabilités. Bien sûr, je pense que la plupart, moi, durant toutes mes expériences, la plupart essaient de faire de leur mieux. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a certains qui sont mieux formés que d'autres, ça c'est tout à fait normal. Des professeurs qui sont passés par des écoles normales supérieures, qui sont passés par la faculté d'éducation, qui sont passés par l'agrégation, il y a même des docteurs au niveau de l'enseignement secondaire qualifiant, des gens qui sont formés, qui essaient de donner de leur mieux. Bien sûr, comme partout, comme dans tous les secteurs, nous avons des gens, une minorité, bien entendu, qui, pour une raison ou pour une autre, mais ce n'est pas une excuse, ne font pas leur travail comme il faut, ou bien ils le font en dehors de la classe. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est un problème de motivation, surtout dans les conditions que vivent aujourd'hui les enseignants? Ce n'est plus la même valeur, même rapport coût de vie, le salaire ne suit plus, ce n'était pas ce que c'était pendant les années 80, 90. Nous avons plusieurs raisons. Nous avons d'abord, moi je pense que d'abord, essentiellement, c'est un problème de conscience professionnelle. Essentiellement. Mais cela n'exclut pas la motivation financière. Je pense que ces classes pionnières, donc il y a une motivation, il y a une prime annuelle pour ces enseignants.
Une prime de compétence, je pense, il me semble. Il y a une prime, ça explique ces résultats. On aimerait bien y croire. Apparemment, ce sont des résultats excellents. Mais il y a une prime. Aussi minime soit-elle, ça représente une certaine motivation. Ça représente une certaine valorisation de l'enseignant. Bien sûr, on ne peut pas exclure cela, bien entendu. Vous ne pouvez pas donner un salaire qui ne permet pas à quelqu'un de vivre de manière qui est décente et lui demander de s'investir totalement. Ce n'est pas possible. Et là, je pense pour pouvoir établir une comparaison, je pense, il y a quelques années, j'avais lu quelque part que l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, avait été, les magistrats lui avaient demandé d'aligner leur salaire sur les salaires des enseignants. Et là, il faut penser aux salaires des enseignants au niveau de la Corée, au niveau du Japon, au niveau des pays, bien sûr, comment ils sont considérés sur le plan social, etc. C'est quelque chose d'inimaginable. Hein. Donc là, on ne va pas détailler ce genre de choses, mais ça se trouve sur Internet. Le maître japonais, comment l'estime, la considération, etc., comment il est considéré, le salaire, les facilités pour l'accès au logement, etc. Là, entre parenthèses, heureusement que nous avons une fondation Mohamed VI. Heureusement pour nous. Donc, quand les magistrats lui avaient demandé d'aligner leur salaire sur le salaire des enseignants, la réponse a été catégorique, c'était le refus. Et l'argument a été un argument très convaincant. Ce sont les enseignants qui me donnent les magistrats. Ce ne sont pas les magistrats qui me donnent les enseignants. Les enseignants, ils me donnent à la fois les magistrats, ils me donnent tout ce que vous voulez, hein, les cadres de toutes les administrations. Et ce n'est pas l'inverse. Tout à fait. Donc, si vous ne pouvez pas ne pas aligner un enseignant sur la grille de salaire des autres secteurs, d'autres secteurs, et s'attendre à ce que cet enseignant s'investisse entièrement. C'est quand même ingrat. Tout à fait. Donc, en Allemagne, non pas qu'on paye un enseignant plus qu'un magistrat, mais on souligne l'importance de ce métier, même face à un métier qui est aussi important, celui du magistrat, mais c'est quand même le métier de base un peu, l'enseignant. Sans l'enseignant, il n'y aura aucun autre métier. Donc, la comparaison justifie très facilement les résultats que nous voyons aujourd'hui. Là, parce que je compare avec un pays occidental qui est comme développé, mais la comparaison peut être uniquement interne, c'est-à-dire que l'image de l'enseignant, les années 70-80, au Maroc, nos enseignants, par exemple, étaient extrêmement valorisés à la fois sur le plan social, mais également sur le plan financier, sur le plan social. Hein? Actuellement, c'est tout à fait le contraire. L'enseignant est devenu larisé d'anecdotes, de blagues, etc. Nous voyons par exemple les séries télé du Ramadan, comment... Ça, c'est un exemple. Il y a pire. Actuellement, l'enseignant, il est agressé, il se fait agresser non seulement par des élèves, chose qui n'existait pas avant, c'était quelque chose d'inimaginable, mais même par des parents d'élèves. Même par des parents d'élèves qui font tout endosser à l'enseignant. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que là, le problème qui se pose, c'est le problème de... On a parlé assez souvent, on appelle assez souvent le ministère de l'enseignement de l'éducation et de l'enseignement. Et ça, c'est extrêmement grave. On ne peut pas s'attendre, quand vous avez des parents d'élèves qui viennent agresser, qui viennent insulter des enseignants, et ça, à chaque fois, on le lit dans la presse, vous avez des parents qui ont 2 ou 3 enfants qui n'arrivent pas à les gérer. Est-ce que c'est honnête d'attendre d'un enseignant de gérer, je parlerai d'un minimum de 30 élèves ou de 40 élèves en classe, et de les éduquer, les éduquer. Avant, au Maroc, on disait que l'éducation précède l'école coranique. Jamais. Le sens de l'école coranique et pas dans le sens de la mosquée. Donc le professeur était valorisé, il était appuyé par la famille, essentiellement. Chose qui n'existe plus actuellement, à présent. Entendu, M. Acharki. Donc, la responsabilité est difficile à partager. D'après ce que j'ai compris de notre conversation, c'est surtout les gestionnaires au niveau central qui en assument la part du lion. Il en reste aussi une certaine partie qui revient à la famille, qui revient également à certains enseignants. Donc c'est un effort global qu'il va falloir... Bien sûr, parce que le problème de l'enseignement, c'est un problème qui concerne l'humain de façon générale, qui concerne toute une société. On ne peut pas s'attendre à ce que juste le professeur, ou bien l'administration centrale, ou bien la famille a son rôle. Ça, c'est vital. Et on constate que beaucoup de parents ont démissionné.
pratiquement de ce rôle. Le rapport, je vous donne à titre d'exemple, le rapport entre les parents d'élèves et les enseignants ou bien l'administration au niveau des écoles privées n'a rien à voir avec le rapport des parents d'élèves au niveau des écoles publiques. Ça n'a absolument rien à voir. C'est contradictoire. Mais il n'y a pas que ces gens, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a les partis politiques également. Ça, il ne faudrait pas l'oublier, la responsabilité des partis politiques. Dans la mesure, je parlais tout à l'heure du problème au début du problème de la langue. Le problème linguistique est vital. Et le choix de la langue d'enseignement au niveau de cause, puisqu'on parle de cause, a été vital entre l'arabisation, le retour à enseigner en français. Et actuellement, on parle de l'anglais au niveau de la génération, au niveau du collège. Ce choix n'a pas été un choix qui a été innocent. À ce niveau-là, bien sûr, tout le monde le sait. Il y avait certains partis qui parlaient de l'arabisation, d'autres qui parlaient bien sûr, les francophones, ceux qui avaient été essentiellement pour les écoles françaises, qui avaient été en France, etc., qui insistaient sur la langue française. Alors que tout le monde sait que la langue actuelle du développement n'est pas du tout le français, c'est l'anglais. Et tous les pays, y compris les pays africains qui ont beaucoup évolué au niveau de l'enseignement, sont des pays qui ont utilisé l'anglais. Hein. L'exemple le plus récent, c'est l'exemple du Rwanda, hein, qui avait éclaté, qui avait subi une guerre civile déchirante, atroce. Un génocide entre les Tutsis et les Hutus, et qui, au bout ayant choisi l'anglais, bien sûr, ayant valoriser les enseignements d'une manière qui est extraordinaire, ayant investi dans l'humain au niveau de l'enseignement, ils ont pu faire des pas extraordinaires au niveau du développement. Donc le problème de la langue, ce qui était arrivé, ce qui arrive toujours au Maroc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Quand on a parlé, arabiser par exemple jusqu'au niveau du lycée, ça c'est une cause fondamentale. Et la faculté qui ne suit pas, qui revient en français ensuite. On n'a pas préparé ça. Ou on n'a pas voulu le préparer. La question reste posée. Nous avions des élèves des écoles privées qui avaient toujours été essentiellement, et de la mission française, etc., très très bien formés à partir du préscolaire au niveau de la langue française, comme au niveau de l'anglais, qui peuvent suivre facilement au niveau du supérieur. Mais beaucoup d'élèves de l'école marocaine publique étaient incapables de suivre leurs études. Est-ce que c'est une question qu'on veut privilégier certains et mettre des bâtons dans les roues à d'autres? C'est dans cette vision-là? Alors, c'est une accusation. Est-elle fondée ou pas? Mais je vous répondrai quand même. À notre époque, au lendemain de l'indépendance, l'école a été un des moyens de promotion sociale. C'est-à-dire que l'école permettait à des gens de devenir ministres. Il y a des ministres actuellement, tout récemment, qui sont issus de familles très 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 modestes. Moi je connais un ministre qui était avec moi en classe, dont le père était un simple agriculteur. C'est grâce à l'école marocaine publique qu'il est devenu ministre. Il y a un autre ministre qui est toujours au ministère, dont le père est un simple enseignant, qui est ministre, grâce à l'école publique. Donc l'école était un moyen de promotion sociale. Et là, c'est le deuxième volet qui va répondre à votre question. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, elle reproduit ce qu'appelait un sociologue français, Bourdieu, les inégalités sociales. Parce que justement, il y a certains élèves qui sont avantagés par rapport à d'autres. La maîtrise des langues étrangères, à savoir le français et l'anglais, la maîtrise de l'outil informatique, c'est ce qui permet de faire la différence, et c'est ce qui permettait, moi j'avais une certaine expérience au niveau des classes préparatoires, c'est ce qui permettait de faire la différence entre les élèves, et non leur niveau en maths et en physique, par exemple. Et donc, ce choix, c'est un choix, c'est pas ça que j'avais dit au début, c'est un choix qui a été idéologisé, bien sûr, il sert une certaine idéologie. Est-ce que l'arrière-plan a été justement cela? Mais en tout cas, la fonction de l'école n'est plus la même à ce niveau-là. Et on voit ces inégalités se creuser davantage. À ce niveau-là, je me rappelle également que, à ce niveau linguistique qui est crucial,
même des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'école avaient commencé à un moment de parler. Moi, je me souviens d'une émission télévisée où il y avait quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'école, qui avait parlé, qui avait proposé d'enseigner dans le dialecte marocain. Donc, je ne vais pas citer bien sûr son nom, mais les gens, tout le monde, en dialecte marocain, vous imaginez jusqu'où ça peut mener. Donc, ce problème n'a pas été tranché. Pourquoi? Parce que c'est des calculs, il y a des calculs politiques, justement, qui jouent. Or, je le rappelle, le secteur de l'enseignement, c'est un secteur qui doit transcender tout calcul politique. C'est un secteur qui considère des générations. C'est un secteur qui considère toute une nation. Et tout le monde doit être au-dessus des calculs politiques et des calculs idéologiques. Tout à fait. Alors je pense, monsieur, qu'on a fait le tour en ce qui concerne les causes. Maintenant, pour clôturer notre débat, en fonction de votre expérience et de vos études, quelles sont les solutions proposées pour améliorer ce système éducatif qui est, du moins qu'on puisse dire, malade, et atteindre les objectifs tracés par les différentes commissions et par les différents projets de réforme? Oui, alors, différentes solutions, bien sûr, ont été déjà proposées par les spécialistes. Donc, alors, la première solution, c'est qu'il faudrait mettre d'abord le profil adéquat. Le bonhomme au bon endroit. Au bon endroit. D'abord, au niveau de la gestion, ça c'est quelque chose de fondamental. Il faut qu'il y ait une transparence au niveau de la gestion. L'argent du programme d'urgence, personne n'a été inquiété. En fait, il y a des gens qui sont toujours traduits devant la justice, mais ça traîne depuis 2012, ça fait quand même 12 ans. 12 ans. Et il faut qu'il y ait de transparence. Il faut qu'il y ait. Donc ça c'est un point. Il faut qu'il y ait à la fois de la transparence au niveau de la gestion et il faut qu'il y ait de la compétence essentiellement. Le deuxième point, c'est cette stratégie qui avait été suivie, qui faisait passer les élèves, la carte scolaire, ce qu'on appelle la carte scolaire, qui faisait passer les élèves sans aucun niveau d'une classe à une autre jusqu'au collège, pratiquement. Donc ça, avant, ce n'était pas comme ça, les années 70, etc. Il y avait des élèves qui peinaient pour avoir le certificat du primaire, scolaire au niveau du primaire. Donc ça doit s'arrêter. Pour passer d'un niveau à un autre, il faudrait le mériter. Avoir les compétences qu'il faut. Il faudrait avoir les compétences qu'il faut, parce que sinon ça va poser un problème par la suite. Donc cette réussite mécanique des élèves au niveau du primaire et au niveau du collège, ça c'est fondamental. Alors nous avons un autre point. Donc il faudrait trancher la langue de l'enseignement. Alors tout le monde est d'accord. Je pense que le ministère est en train d'aller dans ce sens. Je pense que cette année, la rentrée 24-25, il y a la généralisation de l'anglais au niveau du collège. Et donc déjà, on ne se contente plus de l'enseignement du français comme étant une langue étrangère. Il faudrait trancher donc ce choix de la langue d'enseignement au niveau du collège, au niveau du lycée et au niveau universitaire également. Pour ne pas reproduire cette mascarade, enseigner en arabe les matières scientifiques jusqu'au baccalauréat et par la suite, on les enseigne en français. Il faut forcément avoir une certaine cohérence entre... Une vision. Et c'est pour ça, justement, que beaucoup de personnes réclamaient que le ministère de l'Éducation nationale devienne comme d'autres ministères, comme la Défense, etc., un ministère de tutelle. Parce qu'il faut qu'il y ait une vision et non un programme d'un ministre ou le programme d'un parti politique, etc. Pour assurer une certaine continuité. Exactement. Ça, les ruptures avaient été constituées un problème. À titre d'exemple, peut-être que je ne l'avais pas cité tout à l'heure, puisqu'on parle de rupture, il y avait, justement, à l'époque de ce programme d'urgence, l'intégration, ce qu'on appelait la pédagogie de l'intégration. On avait eu recours à un spécialiste belge, ça avait coûté des sommes colossales. Il y avait beaucoup de formations d'enseignants, il y a beaucoup de dépenses. Et le ministre qui était venu juste après ne voulait plus en parler, et comme ça, il a tout balayé. Donc, il faut qu'il y ait une continuité qui s'inscrit dans une vision stratégique qui est globale. Autre point pour l'amélioration, c'est la formation des enseignants. Et quand on parle de la formation, c'est la formation initiale, mais également la formation continue, bien entendu. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des résultats.
En tout cas, le ministère, il va dans la bonne voie. On parle maintenant de formation d'une licence. Il y a des étudiants, on les choisit par les meilleurs, une licence d'éducation. Par la suite, ils sont formés, le centre des métiers de l'éducation et de la de formation. l'éducation, avant d'accéder aux écoles. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça, c'est quelque chose. Moi, je me souviens que les années 80, les écoles normales supérieures au Maroc prenaient les meilleurs élèves. Il y avait des concours, les bacheliers, à partir du baccalauréat. Ils étaient formés pendant 4 ans, les écoles normales supérieures, surtout l'école normale supérieure de Meknès, avant d'accéder aux classes. Et ils étaient formés sur tous les plans, pratiquement. Formation pour être enseignant. Donc, je ne sais pas pourquoi on avait supprimé ce genre de formation. La formation continue est essentielle pour les enseignants également, parce que les temps évoluent. Tout à fait. Les nouvelles technologies d'information, les nouvelles technologies de communication, l'école qui doit être attrayante, les infrastructures, les équipements. Donc, tout ça nécessite, bien le sûr, parascolaire aussi, peut-être. Peut-être qu'on n'en est pas encore là. Donc il faudrait déjà qu'il y ait déjà, parce qu'il faudrait avoir des enseignants qui soient disponibles. Or, nous avons toujours une pénurie d'enseignants. Avant, on le faisait, vendredi après-midi, samedi après-midi, mercredi après-midi, etc. Mais il faut axer sur l'essentiel actuellement. Parascolaire, les bases, c'est tout. Moi, j'insiste sur l'essentiel. Parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'enseigner de la musique, d'enseigner de la danse. C'est vital, la culture, de façon générale. Mais on ne peut pas se permettre ce luxe quand on a un problème d'abondance scolaire, quand on a un problème d'encombrement, quand on a un problème de formation d'enseignants, quand on a un problème... je pense que c'est un luxe, on n'est pas encore là. La valorisation des enseignants, donc la formation continue, puisque les temps évoluent très très vite. Donc, et la valorisation de l'enseignant et la crédibilité de l'enseignant. Que ce soit sur le plan social ou économique. Économique, sur tous les plans. Quand je pense qu'il y avait un ministre, bien sûr, au niveau de Rabat, qui avait envoyé une note ministérielle interdisant, je pense qu'elle est toujours de vigueur, interdisant à tout enseignant de faire sortir un élève de la classe. Et par là, interdisant bien sûr à toute école même d'exclure un élève, en proposant des sanctions comme étant faire du jardinage. Donc vous imaginez un ministre à Rabat qui parle parmi les sanctions au jardinage, comme si dans les lycées marocains nous avons des jardins, nous avons des fleurs, nous avons dans tous les lycées marocains. C'est ce décalage qui ne prend pas en considération la réalité de l'enseignement, qui est également l'une des causes. Là, ça renvoie à la gestion, ça c'est prioritaire. Il faudrait être quelqu'un du terrain. Donc la valorisation de l'enseignant, et ça nous renvoie aux valeurs qui n'existent plus. Le ministère de l'Éducation nationale doit être un ministère qui adopte des valeurs, on ne peut pas essentiellement. Je pense que le dernier point sur lequel je vais insister, bien sûr, à part ça, c'est quelque chose de simple, nous avons des commissions pour ça, des spécialistes, c'est le fait de revoir de façon périodique, de façon régulière les programmes et les curricula. Les curricula, essentiellement. Comme quand on pense que ça fait plus de 20 ans que, par exemple, moi, je parle de ma matière, je peux parler des autres, que le programme du français n'a pas changé au niveau du second cycle qualifiant, c'est quelque chose d'ahurissant quand même. Le baccalauréat français, le programme change chaque année. Les classes préparatoires dans les écoles d'ingénieurs. Et au niveau du lycée marocain, le programme n'a pas changé. On enseigne toujours les 3 œuvres, et encore, Dieu sait sur quels critères avaient été choisis, par qui ces 3 œuvres avaient été choisies, depuis plus de 20 ans. Le même programme n'a pas changé. Et ce sont des 20 ans de développement charnière, que ce soit du côté technique. Ça, c'est le dernier point sur lequel je veux insister. Bien sûr, il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. C'est le rétablissement de la confiance entre l'administration et les enseignants. On ne peut pas donner des directives qui n'ont rien à voir avec la réalité et s'attendre à ce que les enseignants soient de simples exécutants.
À ce niveau-là, cette note ministérielle, par exemple, je pense qu'elle est toujours de vigueur, je le répète, de l'interdiction de la sanction de l'élève. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'arrière-plan de ce genre de décision et de notre ministère? Et vous savez que notre ministère de l'Éducation nationale, c'est des dogmes, on ne les discute pas. Ça, il faudrait les appliquer, le rôle. Il faudrait les appliquer. Donc, ça a généré une certaine anarchie. Ça a généré un certain laisser-aller. Quand également le ministère, quand un ministre prend la décision, ou bien à l'époque c'était une femme, je pense, la décision d'une pédagogie comme la pédagogie de l'intégration, et que quelques mois par la suite, quelques années par la suite, un autre ministre y arrive et comme ça arrête l'intégration. Toute cette pédagogie, elle est remise en question. Ils ne voulaient plus en parler. Que vont penser ces enseignants de cette administration centrale? Donc il y a un problème de confiance. Il y a un problème de méfiance qui doit être rétabli. Et à ce niveau-là, on n'en a pas parlé, ce qu'on appelle l'inspection pédagogique, le terme même n'est pas très approprié, en fait c'est la formation pédagogique qui est appliquée dans plusieurs pays, justement, doit être de veiller à former les enseignants et non à sanctionner les enseignants ou à essayer de trouver les lacunes de tel ou tel enseignant. Alors ça, c'est vital. Il faudrait qu'il y ait, parce que sans cette confiance réciproque et partagée entre l'administration et entre les enseignants, on ne peut pas avancer. Tout à fait. Monsieur Acharqi, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci pour vos éclaircissements de contribuer valeureux à cette problématique qui est vitale pour notre pays. Espérons que les responsables se réveillent, que les choses commencent à aller dans la bonne direction. On l'espère du fond du cœur. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir assisté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt. Bonne journée, au revoir.